la session biobanque et base de données et modèle biomodèle. Nous sommes aujourd'hui réunis avec plusieurs Carnot Santé qui vont vous présenter un certain nombre de leurs plateformes et un certain nombre de leurs réalisations. Et je voudrais juste commencer par vous faire une petite introduction sur le contexte et leur laisser la parole juste après. Donc, je suis Bertrand Nadel, je suis le directeur de l'Institut Carnot Calim, dont le périmètre est les néoplasies lymphoïdes, les cancers hématologiques. Alors, je passe toutes ces premières diapos qui sont des introductions pour donner juste quelques petits mots sur les missions qui sont les nôtres. Vous les connaissez certainement puisque vous êtes ici présent, peut-être pas à la première édition, pas à votre première présence au rendez-vous Carnot. Néanmoins, juste un petit rappel sur les Carnot Santé. Évidemment, la mission des Carnot est la même pour tous, répondre aux besoins industriels, qu'ils soient sur notre territoire ou au niveau international, et de faire découverte, innovation et R&D à travers les laboratoires académiques de notre territoire. Peut-être une des particularités, c'est évidemment pas une singularité, mais peut-être une particularité du domaine de la santé, c'est que nos chercheurs dans nos différents instituts sont issus principalement d'un cursus universitaire et médical versus d'autres Carnot qui ont peut-être un petit peu plus d'ingénieurs, avec un certain nombre de conséquences, que l'activité est historiquement axée sur la découverte plus que sur l'innovation et la R&D. Les missions qui sont données aux chercheurs sont plus institutionnelles et axées sur la publication plus que sur le brevet. L'évaluation métier-performance est aussi ancrée sur les TRL bas. Et évidemment, le regard historique de la relation avec les industriels a peut-être été un petit peu biaisé il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années. Les choses se sont rétablies depuis. Les Carnot ont beaucoup œuvré pour changer ce regard et cette relation avec le tissu industriel. Et j'aime bien ce petit cartoon là que vous voyez. Alors peut-être que c'est un petit peu petit, mais vous voyez tous ces gens qui vont vers l'innovation et qui prennent le côté gauche. C'est l'autoroute, là où tout le monde va. C'est le chemin facile, mais souvent le chemin facile c'est pas le bon parce qu'on travaille dans des systèmes complexes. Et pour prendre le chemin de droite, complexe but right, il faut des convictions et il faut des preuves de concept. La mission des Carnot n'est pas seulement de répondre aux besoins industriels, c'est aussi d'accompagner les différentes sphères qui permettent à un projet d'aller jusqu'au bout, d'accompagner la montée en TRL. On va parler aujourd'hui de modèles précliniques, ça veut dire la fiabilité des modèles précliniques au niveau scientifique bien sûr, mais aussi d'avoir le réalisme de l'environnement de ces modèles qui puissent aussi s'intégrer dans la dynamique et la compréhension de la dynamique industrielle. Donc une grosse mission d'acculturation des différentes sphères que les Carnot font maintenant depuis plus de 10 ans. Donc il y a eu toute une partie sur laquelle je ne vais pas insister, mais de repenser le dialogue avec nos partenaires industriels, innover dans un nouveau mode de partenariat. On œuvre tous les jours au niveau institutionnel pour ce faire, des partenariats plus long terme, plus ancrés dans la réalité de la complexité dont je vous parlais, et un partage de risques, évidemment le risque de la recherche amont et du développement. Donc quelques mots sur les enjeux. Vous savez sans doute que le marché de la santé, c'est un énorme marché. Là, j'ai pris l'exemple du marché de l'onco-immunologie qui résonnera pour certains de nos Carnot parce que c'est un des plus gros marchés pharmaceutiques. Vous voyez la dynamique à 2 chiffres depuis plusieurs années et qui continue à avancer sur ce modèle.
avec évidemment des modulations en fonction de l'environnement, quelquefois au niveau géopolitique, hein, mais on a vu la crise du Covid qui a changé aussi pas mal de choses sur la prise de risque au niveau financier notamment. On voit un certain nombre de marchés qui émergent, le marché asiatique très offensif, très compétitif, auquel il faut s'adapter, des stratégies qui sont mouvantes en fonction évidemment de l'environnement. On voit notamment l'inflation qui a un rôle important sur le coût du médicament et donc sur la stratégie des industriels et notamment leur investissement sur les programmes de recherche. Donc des aspects de repositionnement stratégique des candidats médicaments, des aspects d'enregistrement rapide, des volontés de réduction de coûts avec l'attrition des phases 3, des volontés de réduire le taux d'échec aussi des essais cliniques. Et aujourd'hui, la demande du marché reste très forte sur une expertise intégrée sur la reconnexion des segments découverte, innovation, transfert et sur l'interface des savoir-faire des différentes sphères qui composent un projet qui va vers la réussite, c'est-à-dire les sphères académiques, médicales et industrielles. La plupart de nos carnaux interviennent sur, sinon toute, au moins une grande partie de la chaîne de valeur, permettant à la fois de transformer les découvertes en innovation et les innovations en médicaments. Il y a deux moments très très importants dans la vie de cette chaîne de valeur. C'est le passage de la découverte à l'innovation et le passage de la préclinique à l'homme. Évidemment, ce n'est pas les mêmes modèles qui sont utilisés pour l'un et pour l'autre, mais notamment le passage de la préclinique aux phases cliniques est un moment clé, extrêmement important, qu'il faut calibrer avec beaucoup de soin, parce que ça peut à la fois tuer le développement de la molécule ou rater une opportunité de développement. Donc le modèle préclinique qui invalide le positionnement de la molécule, c'est la mort de la molécule. Et donc il ne faut pas que ça soit trop stringent parce que le modèle préclinique, comme je vais vous le montrer, ne reste qu'un modèle. Il n'est pas le mime de la réalité. Et une validation qui est trop souple, au contraire, fait prendre des risques, notamment des risques financiers d'entrer dans les phases cliniques sans avoir les critères et les arguments pour ce faire. Je ne peux pas introduire les modèles sans parler de la révolution qu'on vit tous à tous les niveaux de la révolution de la donnée et notamment le développement des programmes d'intelligence artificielle, des algorithmes qui en découlent, avec un certain nombre d'enjeux. L'enjeu de la collecte d'échantillons, évidemment, il n'est pas nouveau puisqu'il enrichit la modélisation des échantillons patients pour les modèles biologiques. Hein. Je pense par exemple aux greffes de patients qui permettent de faire des PDX dans les souris. Mais cet enjeu de collecte d'échantillons prend un nouveau tournant avec l'intelligence artificielle puisqu'il est lié intimement à l'enjeu des bases de données, de la collecte de ces données hein, et tous les aspects régulateurs qui sont liés. Évidemment, une donnée toute seule ne sert à rien, il faut qu'elle soit interopérable et donc la structurer. Et aujourd'hui, on est tous les uns et les autres un petit peu à ce niveau-là, essayer de structurer les données de façon à avoir une base de données qui est utilisable et un enjeu énorme d'innovation dans le développement et le traitement des données. Et donc stabiliser la méthodologie de traitement des données, notamment des données multimodales, va être extrêmement important dans les années à venir. Et donc vous voyez que les modèles précliniques biologiques s'enrichissent de modèles de données aussi qui interviennent jusqu'au design des essais cliniques par des bras synthétiques, des jumeaux numériques, etc. Je ne vais pas insister, peut-être qu'un certain nombre des intervenants en parleront. Juste une dernière slide pour vous dire que cet équilibre a trois grands paramètres, le coût, le temps de réalisation et la fiabilité dans ces modèles. Les enjeux sont différents, ça peut être un enjeu biomédical, de répondre à des besoins médicaux urgents. Dans ce cas-là, c'est la fiabilité qui va être le critère principal. Ça ne sera pas forcément le critère principal du partenaire industriel qui peut avoir un positionnement de niche qui n'est pas intéressant par rapport à la rentabilité marché, donc il faut prendre ça en compte. Un enjeu industriel qui est fonction du temps de développement de la molécule. La molécule peut être à des temps différents de développement et le rôle des carnaux d'accompagner le développement de cette molécule peut être, par exemple, lors de sa mise en avant avec une autre molécule dans des combinaisons thérapeutiques.
Un enjeu sociétal, évidemment. On voit par exemple que les biopsies qui sont si importantes au développement de nos données sont de plus en plus rares parce que les biopsies chirurgicales sont remplacées de plus en plus par des biopsies à l'aiguille, très fines, mais qui ne permettent pas les mêmes niveaux de développement. Puis un enjeu technologique qui va de plus en plus vite, une accélération de l'innovation qui nécessite un maintien de l'état de l'art. Les modèles, en conclusion peut-être très rapide, c'est il faut avoir conscience que ça reste un proxy qui est imparfait d'un système biologique intégré, complexe, et qui n'a pas de modèle one size fits all. Il faut bien comprendre non seulement le cadre biologique, mais les limites de l'extrapolation des modèles. Et il faut pouvoir être en capacité de mettre en place des plateformes pour proposer un ensemble de modèles, chacun répondant à une question qui sera celle de notre partenaire. Et le défi, ce sera de maîtriser l'enjeu et de poser la bonne question afin de choisir le bon modèle. Et je pense que je réinsiste sur l'aspect digital, mais le défi à 5 ans aujourd'hui, ça sera de mettre en place les différents éléments et les différentes briques de la maîtrise de l'intégration de la modélisation biologique et de la modélisation digitale. Sur ce, je vais laisser la parole au prochain intervenant et ouvrir la session des modèles et je ne sais plus le titre, modèles et biobanques. Alors, je ne sais pas qui est le prochain. Le prochain, c'est Stéphanie Descroix de l'Institut Curie, qui va nous présenter le modèle de tumeur sur puce. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, je m'appelle Stéphanie Descroix, je viens de l'Institut Curie et ce que je vais vous présenter, ce n'est pas exactement une biobanque et une offre de service qui existe aujourd'hui. J'espère que dans 5 ans, ce sera une offre, mais c'est encore une technologie qui est en train d'être développée. Donc, OK. Donc, les systèmes que je vais vous présenter appartiennent à un domaine plus large qui s'appelle les organes sur puce. Donc, vous voyez ici, vous voyez ici ce qu'on appelle une puce microfluidique. D'accord, donc c'est un tout petit objet grand comme ça. Il y en a sur le stand du Carnot IPGG, si vous voulez voir à quoi ressemble une puce microfluidique. Et l'idée, c'est d'utiliser ces systèmes pour recréer un certain nombre de caractéristiques d'un organe dans ces puces microfluidiques. Ça peut être les différents types cellulaires qui coexistent dans l'organe. Ça peut être l'architecture de l'organe lui-même. Ça peut être les forces auxquelles sont soumises les cellules dans l'organe ou la fonction de l'organe lui-même. Et bien évidemment, ça peut être réalisé dans des conditions physiologiques aussi bien que pathologiques. Et ça va avec un certain nombre d'avantages qui sont assez en lien avec ce que vous avez présenté précédemment. Un d'entre eux, c'est la miniaturisation. Et quand ça fait écho à ce que vous mentionniez sur les biopsies. Ici, quand on travaille dans ces systèmes, on utilise quelques dizaines de milliers de cellules uniquement à l'intérieur de ces puces. Un autre caractère assez particulier, les PDX sont pleins d'avantages, par exemple, mais une chose qui est assez particulière à ces systèmes, c'est le contrôle qu'on a sur le système. On est l'architecte de son système, on est le designer du système, donc on peut contrôler la composition de la matrice extracellulaire, on peut contrôler sa composition biochimique aussi bien que ses caractéristiques mécaniques, par exemple, on peut contrôler le niveau d'oxygène à l'intérieur des puces. On peut contrôler les types cellulaires qu'on met à l'intérieur. Il y a aussi une autre dimension qui est vraiment importante sur l'aspect modèle, c'est le fait qu'on soit capable de travailler dans des systèmes qui sont totalement humanisés. On peut travailler directement sur de l'humain et même sur des systèmes autologues de patients, et ce que je vais vous montrer ensuite. Un autre aspect qui est aussi assez différent de la souris et qui a un certain nombre d'avantages, c'est que, comme vous voyez ici, on est sur des systèmes qui sont transparents. Donc soit on travaille en endpoint et on fait des assays biologiques classiques, soit on peut directement visualiser ce qui se passe à l'intérieur du système et avoir accès à la dynamique de réponse du système, notamment en réponse à un médicament. Et aujourd'hui, dans ce domaine des organes sur puce, il y a aussi une volonté de travailler sur le couplage de ces différents organes pour essayer de représenter un human on a chip, avec l'idée, par exemple, qu'on va avoir une porte d'entrée qui va être le poumon, par exemple, si c'est un aérosol, une drogue sous forme d'aérosol. Et puis ensuite, on peut coupler une puce foie qui va, elle, générer la métabolisation de la drogue et ensuite rajouter un autre type d'organe. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. À l'Institut Curie, on travaille sur ces systèmes depuis déjà quelques années. Alors franchement, les écrans sont tellement petits, j'ai des films, mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose de vous les montrer. Juste pour vous montrer ici, c'est quelques types d'organes sur lesquels on a travaillé. On a développé un système d'intestin sur puce.
C'est ce que vous voyez en vert, en reproduisant exactement la structure de l'intestin avec ses villosités et ses cryptes, ses trous et ses bosses. À la fois, et tout ça est fait dans une matrice de collagène, c'est-à-dire que ça mime réellement en 3D la structure de l'organe et la composition de sa matrice extracellulaire. On travaille actuellement sur des modèles de cancer colorectal sur puce avec ces systèmes-là. On a un modèle de kidney, de rein, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voyez ici reproduit, ce sont des tubes qui miment les néphrons, qui sont les éléments initiaux, les briques élémentaires du rein, dans lequel on étudie une pathologie spécifique qui s'appelle l'ADPKD. Puis aussi, il y a des questions de muscles. Là, je vais vous passer parce que c'est plus sur des questions fondamentales, un peu de biophysique. Mais ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on développe à l'Institut Curie avec des chercheurs et des médecins autour des tumeurs sur puce. Alors les tumeurs sur puce, vous savez certainement aujourd'hui que quand on essaye de se battre contre le cancer, la question n'est plus que la question des cellules tumorales. Il y a une question complexe qui est la question du micro-environnement tumoral. Et donc l'idée de ces systèmes, c'est d'être capable de reproduire à l'intérieur de ces puces cette complexité. Donc de nouveau, une matrice extracellulaire, éventuellement des vaisseaux sanguins, des niveaux d'oxygène qui vont être bas comme dans les tumeurs, et puis la complexité cellulaire, c'est-à-dire les cellules tumorales, les cellules immunitaires et également les fibroblastes dont on sait qu'ils ont aussi un rôle extrêmement important. Si vous êtes intéressé par ce domaine, je fais un petit peu de pub, on a récemment publié une revue sur ce système, mais on l'a construite et j'imagine que ça fera écho chez vous, en la construisant pour les chercheurs, bien évidemment, mais aussi avec l'idée de où en sont ces systèmes, à la fois vis-à-vis des applications pour la clinique et pour l'industrie pharmaceutique. Et ce que vous voyez ici, je vais aller hyper vite, c'est juste, quand on regarde les petits histogrammes qu'on voit ici, c'est juste pour vous montrer que c'est encore un domaine qui est relativement récent, ça a une quinzaine d'années, mais on évolue vraiment vers la complexité. C'est-à-dire que ces systèmes ont commencé avec un seul type cellulaire. Aujourd'hui, beaucoup plus de tumeurs sur puce récapitule les 3 types cellulaires que j'ai mentionnés précédemment. On a commencé à travailler sur des lignées. Aujourd'hui, on commence à travailler sur des échantillons de patients. Et au niveau des drogues qu'on applique à ces systèmes-là, on a commencé essentiellement avec la chimio. Et aujourd'hui, on va vers les targeted thérapies et les immunothérapies. Alors bien évidemment, et je pense que c'est aussi important de faire ce lien-là, parce qu'on est dans un rendez-vous Carnot, il faut des technologies, il faut des brevets pour développer ces outils. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste quelques exemples de briques élémentaires qui ont été développées à l'Institut Curie. On a travaillé sur des technologies un petit peu particulières, c'est ces petits trucs rouges que vous voyez qui ressemblent à vos tigettes de café, qui permettent de confiner à l'intérieur des puces un hydrogel, et donc ce qui serait l'équivalent d'une matrice extracellulaire dans la puce. C'est une technologie qui est brevetée chez nous. Et puis, je vais juste présenter la dernière. C'est un partenariat qu'on a eu avec une compagnie française qui s'appelle Fluidgent, qui est un équipementier microfluidique pour développer un système qui permette de contrôler finement les niveaux d'oxygène à l'intérieur de ces puces. On sait que les tumeurs sont hypoxiques, plus que les organes quand ils ne sont pas tumoraux. Et on sait que cette hypoxie peut avoir vraiment des effets importants, notamment sur la résistance aux chimiothérapies. Donc, on a aussi développé ce type de système. Et ici, c'est un des prototypes de ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces puces et à quoi ça ressemble? Alors ça, je suis désolée, je ne peux pas être des deux côtés, mais je choisis mon côté. Donc ça, c'est nos puces. Et ça, c'est une vue de dessus de la puce. Donc un exemple schématique, bien évidemment. Ce que vous voyez ici, c'est une puce à l'intérieur duquel on va avoir ici un vaisseau sanguin qui va permettre de mimer l'arrivée des médicaments. Et ensuite, ici, vous avez de la matrice extracellulaire en gris clair dans lesquelles on va retrouver les cellules tumorales, les cellules immunitaires et les fibroblastes. Et à l'intérieur de ces systèmes, on a déjà beaucoup travaillé avec ma collègue Maria Carla Parini pour montrer la compatibilité de ces systèmes avec différents types de traitements anticancéreux, des chimiothérapies, des thérapies ciblées, des immunothérapies. On a aussi eu un partenariat avec une société française qui s'appelle Transgène sur la question des virus oncolytiques, où on a pu montrer des effets assez particuliers. Et sur les aspects recherche, on travaille aussi sur des thérapies médiées via des nanoparticules. Mais ce que je voulais vous montrer, donc tout ça fonctionne bien. Pour l'instant, ce que je montre là est relativement académique, je dirais. Mais là où on en est aujourd'hui, parce que c'est plus de la science-fiction, ce qu'on fait à Curie aujourd'hui en partenariat avec l'hôpital Bichat, c'est directement développer des tumeurs sur puce à partir d'échantillons de patients. On travaille notamment sur le cancer du poumon, avec l'idée d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi certains patients répondent ou non aux immunothérapies, et surtout pouvoir aider les cliniciens sur leur choix décisionnel. Donc pour faire ça, on récupère directement en sortie de bloc opératoire des échantillons de patients, des tumeurs, on les récupère, on trie les différents types cellulaires et ensuite à l'intérieur de chacune de ces puces, on vient recréer
de façon autologue le micro-environnement tumoral de chaque patient. Et ensuite, on peut injecter des drogues. Là, on a travaillé notamment avec le nivolumab pour regarder si ce patient sur puce répond ou non à l'immunothérapie. Et juste pour vous montrer le type d'informations qu'on est capable d'extraire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment un échantillon de patients. Et ce qui est assez remarquable, c'est que on récupère l'échantillon au jour 0. Le jour 1, les puces sont remises en culture, n'ont jamais vu de plastique globalement, c'est-à-dire qu'on n'induit pas un changement de phénotype et on est capable directement le lendemain de commencer à tester des traitements directement sur ces échantillons de patients. Et ce que vous voyez ici, c'est des cellules tumorales. On voit des petites cellules immunitaires qui bougent très vite. Et de ce même patient, on est capable d'étudier sa réponse à ces types d'immunothérapie. Donc voilà, on en est là. À Curie, ça fait aussi partie de l'IHU autour des cancers de la femme. On est aussi en train de travailler sur ces modèles pour les cancers du sein, directement à partir d'échantillons de patients. Et on est en train de développer des systèmes adaptés aux biopsies, justement, aux très petites biopsies, pour être capable d'avoir aussi une forte réactivité vis-à-vis des échantillons des patients. Alors, je vais quasi conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ces systèmes? Donc, de nouveau, ça, c'est des images de ce qu'on obtient. Celle-là, c'est celle qui ressemble le plus au schéma que je vous ai présenté. Ce que vous voyez en rouge ici au centre, c'est vraiment une puce avec un vaisseau sanguin et les différents types cellulaires qui coexistent à l'intérieur du système. On sait aussi aujourd'hui faire des vaisseaux sanguins à partir des échantillons tumoraux. Et dans le cadre d'une recherche interdisciplinaire avec des biologistes, des gens des données et des gens de l'AI, j'ai fini, je suis à ma dernière slide, des médecins et des physico-chimistes et des gens aussi de la bio-ingénierie. On développe ces systèmes avec ce que je vous mentionnais, vraiment des aspects autour de la prédiction de la réponse aux médicaments. Pour l'instant, essentiellement sur le poumon, et on est en train de développer avec Curie des questions autour du sein. On utilise aussi ça, bien sûr, pour aller poser des questions plus fondamentales autour de la compréhension de comment est-ce que les patients acquièrent un certain nombre de résistances aux pathologies et pour développer de nouveaux types de pathologies, de thérapies. Et voilà, il y a plein de gens à remercier. Et effectivement, c'est un effort interdisciplinaire. On génère également beaucoup de données. Et on travaille aussi avec des gens de l'intelligence artificielle pour être capable d'extraire le plus grand nombre d'informations de ce type de modèle. Et voilà, j'ai fini. Un grand merci. Je vous propose de réunir les questions pour la fin, de façon à ce qu'on soit sûr de garder le timing. Notre prochain orateur est Céline Verstuyft, je ne sais pas si je prononce correctement votre nom, sur les biobanques de la PHP. Merci à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des biobanques qui sont dans nos CRB au niveau de l'assistance publique. Et en fait, c'est un projet qu'on a développé avec la DRCI il y a quelques années. Parce qu'en fait, on avait un constat qu'on a évidemment la chance d'avoir énormément de biobanques dans notre CHU qui compte en fait 7 millions de patients. Mais on avait des plateformes de ressources biologiques qui étaient assez séparées. Et ici, je vous ai représenté en fait tous les hôpitaux de la PHP, où vous voyez qu'en fait, il y a 38 hôpitaux et énormément de biobanques. Donc, un bref rappel pour l'assistance publique. En fait, on a énormément d'essais cliniques, mais aussi, évidemment, beaucoup de chercheurs et des collaborations industrielles avec ces échantillons biologiques qui font une partie de la recherche clinique, en fait, qui est en place au niveau de l'AP. Alors, les centres de ressources biologiques, ils se retrouvent en fait liés aux grands centres hospitaliers et souvent, vous avez plusieurs regroupements d'hôpitaux avec des thématiques particulières. Le souci, il y a 3-4 ans, c'était avant le Covid, on constatait déjà qu'en fait, on avait énormément de richesses pour les chercheurs, mais en fait, entre nous, on faisait PubMed, mais on n'avait aucune information. Donc, on a tous les domaines et toutes les matrices qui sont disponibles. On a 13 millions d'échantillons actuellement disponibles en déclaration en 2023 dans nos centres de ressources biologiques avec des annotations. Mais là, effectivement, une disparité dans les bases de données aussi qui est importante, notamment pour les tissus. On est tous certifiés
Donc on a des gages de qualité. Actuellement, évidemment, on a énormément de collections prospectives, mais on a aussi énormément de collections qui réglementairement ont été requalifiées du soin vers la recherche et qui sont disponibles pour les industries du biodéréactif et pour les industriels qui font de la recherche et évidemment pour les chercheurs des facultés et tous chercheurs. Alors, l'objectif, c'était de créer ce catalogue. Il a été soutenu par le Carnot et par la direction de la recherche clinique, de créer une seule adresse. C'est évidemment ce qu'on demandait tous, mais il fallait encore le faire. Et donc, on a réussi à le faire. On a au moins un mail qui nous permet, en fait, que vous vous adressiez à un seul site qui va rerouter, en fait, vos demandes. Et on a créé une feuille de demande commune pour tous les CRB de l'AP qui est en lien avec aussi le réseau national des CRB qui comporte tous les CRB de tous les CHU. Et on travaille main dans la main avec nos collègues de toutes les régions et même des DOM-TOM. Donc on a été évidemment aussi à chaque fois challengé sur les budgets, c'est-à-dire quelles sont les grilles pour ces échantillons. Et donc, avant le Covid, on s'était tous mis autour des tables, différentes tables, pour lister des grilles qui ont été validées par nos directeurs des CHU et que maintenant chaque CRB utilise. Alors, quelles sont nos collections ? Alors, madame, vous nous parliez de Curie avec évidemment les échantillons cancer. On a aussi beaucoup dans nos collections qui ont été recensées sur notre catalogue et qui ne font pas partie en fait de tous les 13 millions d'échantillons que je vous dis, parce qu'en fait, il a fallu que les investigateurs nous autorisent à mettre en ouverture pour collaboration ces échantillons. Donc, à ce jour, on a 193 collections par grande thématique. Donc 88 avec du cancer et ça représente 46% de nos collections. On a aussi des collections hors cancer et les collections hors cancer, vous voyez qu'on couvre toutes les pathologies avec des collections maladies rares. Donc tout à l'heure, il y a Imagine qui va parler aussi. Évidemment, on a énormément de centres de référence à la PHP et donc on a énormément de centres qui collectionnent des échantillons biologiques pour ces maladies rares. Alors, vous voyez tous nos domaines, et puis à gauche, le cancer. Alors, ce qui est intéressant, moi je suis pharmacologue et biologiste depuis le début, depuis 2016. J'étais un peu surprise parce qu'en fait, on avait soit d'un côté les tissus, soit d'un côté les fluides, soit des personnes qui, à chaque fois, avaient de l'ADN. Voilà. Donc, on avait un besoin aussi d'identifier en fait certains profils de patients qui aient toutes les matrices possibles et disponibles. Et notamment avec nos collègues anapathes, alors sur différents CRB, il y a des anapathes qui évidemment se sont lancés aussi dans les lames numériques. À l'AP, on en a qui sont vraiment en pointe. Donc là, je ne vous ai pas mis les lames numériques, mais évidemment, on les a disponibles aussi. Et on a à Paris-Saclay, d'où je viens, une grosse partie qui, avec Catherine Guettier, ont été mis en lames numériques depuis le début. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et on a différentes formes, notamment, vous voyez, des tissus congelés qui sont vraiment importants pour certaines applications, mais aussi des lames. Tout à l'heure, il y avait des startups là, qui montraient des lames non colorées, des tissus en paraffine. Donc ça, c'est plein de domaines. On vous en a résumé quelques-uns dans le cancer, mais aussi hors cancer, où on a des couplages de matrices. Et ça, c'est très important. Alors, côté maladies infectieuses, évidemment, on était aux premières lignes avec le Covid. Donc, pendant 2 ans, on a énormément participé aux créations des collections nationales. Donc, tous les CRB de l'AP ont beaucoup stocké des cellules. Vous voyez qu'on a énormément de collections. On a des collections avec des vaccins, des patients vaccinés. On a des collections aussi ancestralement, beaucoup avec du VIH, différentes hépatites, et donc avec des données cliniques associées qui permettent en fait des recherches. Alors, on a fait le choix de faire un catalogue par ouverture et par grande pathologie. Alors, vous allez me dire, c'est pas parfait, mais en même temps, on ne pouvait pas vous chiffrer le nombre exact en temps et en heure, parce qu'actuellement, on n'a pas les moyens d'interopérabilité pour savoir sur tous nos sites combien on stocke. Ça, c'est un gros projet et on va avancer vers cette solution.
Mais par contre, on peut vous renseigner déjà sur le type de matrice, sur le type de pathologie. Et malheureusement, ça c'est fort de quelques années d'expérience, les demandes qu'on reçoit sont souvent assez peu précises. Il y a un grand domaine de pathologie et après, en fait, souvent les chercheurs n'ont pas une idée bien précise des données qu'ils ont besoin et les données associées. Donc là, en fait, on a fait le choix de remplir une feuille de demande et ensuite que nous, on analyse, donc avec un chef de projet qui va rerouter vers les experts que l'on a évidemment identifiés dans nos CRB qui travaillent en partenariat, en fait, des experts médecins, des experts biologistes pour vous orienter vers les bonnes collections. Et si ces collections, il y a trop peu d'échantillons, eh bien, on va des fois mettre 2 sites en contact avec, évidemment, toujours un partenariat ou un contrat qui est fait par la DRCI. Alors, le site, c'est biobank.aphp.fr. Vous avez sur le site de la DRCI, ce site, il est en ligne, il faut juste s'inscrire avec votre email. Bon, ça, c'est pour éviter tous les piratages informatiques. On est régulièrement en train de le mettre à jour. Et surtout, n'hésitez pas à le consulter. Il est pour l'instant, évidemment, encore à une version V1. On a le projet, évidemment, d'améliorer, mais il est quand même exceptionnel parce qu'en fait, au niveau national, il y en a très peu qui regroupent autant d'hôpitaux. Et surtout, il est le fruit d'une collaboration et d'une volonté des chercheurs et aussi des collectionneurs d'ouvrir à collaboration. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Prochain orateur, Carnot Imagine avec Hermina Rubino. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, donc, c'est Hermina Rubino de l'Institut Imagine, donc, je suis responsable partenariat industriel. Donc juste pour les personnes qui ne connaissent pas forcément peut-être Imagine, donc l'Institut Imagine, c'est bien évidemment un institut Carnot, mais c'est aussi un IHU, donc un institut hospitalo-universitaire, qui a comme vocation de rassembler dans le même lieu des personnes. Donc c'est vraiment une intégration de personnes en premier lieu, donc des chercheurs, des cliniciens, des ingénieurs, des patients, des experts d'innovation, des différents services supports qui ont comme but d'accélérer la recherche et le développement dans les maladies rares. On fait le même type d'intégration aussi au niveau ressources parce qu'effectivement on a la chance d'avoir tout dans le même site et d'intégrer aussi dans les expertises d'Imagine ainsi que les ressources, que ce soit technologiques, biologiques, des modèles, les modèles qui viennent des équipes INSERM, Université de Paris, mais aussi de tous les centres de référence maladies rares des services cliniques qui sont affiliés à l'Institut Imagine et qui font partie, donc qui sont affiliés également à nos membres fondateurs, notamment l'APHP, l'Université de Paris et l'INSERM. Donc, une des missions de l'Institut Imagine, c'est, comme a été dit très bien au début, c'est vraiment d'accompagner le développement de nouvelles solutions thérapeutiques et diagnostiques tout au long de la chaîne d'innovation qui va bien évidemment de la recherche fondamentale avec des équipes qui s'intéressent vraiment à comprendre la physiopathologie de ces maladies qu'on ne comprenne pas forcément aujourd'hui. Donc, il faut juste avoir en tête qu'aujourd'hui, on arrive à diagnostiquer que 50% de patients avec des maladies rares et on a des traitements que pour 15% de patients. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'inconnu. Donc, la recherche fondamentale, à ce titre, est très importante. Et après, donc, l'idée de développer des ressources, que ce soit, donc, on a parlé des bases de données, les données génétiques qui sont essentielles dans le domaine des maladies rares, la partie donc, liée aux collections biologiques, donc des collections qui sont bien évidemment associées à des données, mais qui sont bien caractérisées aussi au niveau phénotypique, donc avec des analyses qui peuvent être plus poussées, donc multiomiques, transcriptomiques, protéomiques, etc. Des IPS qu'on dérive des cellules de patients, avec une possibilité d'avoir sur certains organes des modèles organoïdes et bien évidemment des modèles précliniques un peu plus classiques comme la souris et le poisson zèbre. Donc l'idée aussi d'un IHU, c'est en fait d'accélérer cette transition. Donc c'est aussi un point qui a été soulevé entre la préclinique et la clinique. Donc effectivement, le lien très étroit entre les laboratoires de recherche d'Imagine et les centres de référence qui se trouvent sur le site de Necker est très important parce que les cliniciens sont associés
au développement de ces ressources et au développement de projets du tout début de la chaîne d'innovation. Donc, au même titre que d'autres Carnot, donc on a cherché de mettre en place et de rassembler toutes les ressources de l'Institut Imagine dans un site web qui est donc accessible en ligne. Donc, vous trouverez le lien sur la slide, donc techtransfer.institutimagine.org. On couvre un champ de maladies qui est dédié vraiment focus maladies rares avec différents types de pathologies. Donc, on a regroupé par aires thérapeutiques et en cliquant dans les aires thérapeutiques, on peut facilement accéder aux pathologies qui sont d'intérêt à l'Institut Imagine et pour lesquelles on a identifié à la fois des échantillons biologiques, des modèles in vitro, des modèles in vivo ou des corps de patients qui sont associés au centre de maladies rares. Donc l'idée d'Imagine, c'est vraiment de recréer un continuum d'innovation qui va de la recherche fondamentale préclinique jusqu'à la clinique pour accélérer le développement. Donc on n'est pas encore à l'objectif final d'arriver à 8000 maladies rares sur lesquelles on a ces continuums. Donc on est très loin de tout ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on a identifié un minima pour 350 maladies rares, un continuum complet qui permettent d'accéder donc à la fois au laboratoire Imagine, à la fois à des partenaires académiques ou industriels, à toutes ces ressources-là dans la chaîne pour développer tout au long de la chaîne d'innovation. Donc on a aussi parlé des plateformes, donc je vous donne des exemples. Donc effectivement tout ça. Et je vais juste. La prochaine conférence démarre à 15h sur le thème Voilà. brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée des brevets. De nouveaux outils pour votre stratégie. Ok, parfait, je reprends. Donc effectivement, on s'appuie beaucoup sur les plateformes, donc plateformes qu'on a la chance de mutualiser à l'intérieur du campus Necker avec l'INEM et la PHP. Donc c'est des plateformes notamment comme le CRB ADN, donc avec un focus maladies rares, sur lesquelles Imagine stocke 28 collections biologiques qui touchent toutes les maladies donc, que je vous ai montrées avant, et avec aussi une possibilité de transformation de ces échantillons en ADN, en lymphocytes, lignées immortalisés ou pas, qui peuvent être utilisés sur des tests surtout in vitro. Un laboratoire d'expérimentation animale et transgénèse qui nous permet à la fois d'héberger des modèles animaux, mais aussi d'en créer des nouveaux, comme par exemple avec des techniques de CRISPR-Cas9, et une plateforme IPS, donc très important pour après aller plus loin avec des modèles d'organoïdes et un programme qu'on finance avec nos propres fonds, donc le CrossLab Organoids, qui nous permet donc d'avoir des modèles organoïdes à partir des IPS de patients pour le rein, pour le cerveau, pour l'aile et des tumoroïdes. Donc pour vous donner des exemples concrets de ces continuums d'innovation, donc je vous donne un exemple qui est la drépanocytose, une maladie dans laquelle Imagine est très très active sur deux fronts, donc à la fois des approches pharmacologiques à saut anticorps avec l'équipe d'Olivier Hermine, mais aussi des approches thérapigéniques avec les équipes d'Anarita Micho et Marina Cavazzana. Donc dans ces domaines, on s'est étendu au-delà d'Imagine et Necker. Donc on a touché sur le sol national 35 centres recruteurs et équipes de recherche qui sont intéressés aux maladies des globules rouges, et on a mis en place donc un protocole unique qui permet de dégainer des sous-études pour faire de la recherche sur cette pathologie. On a 7 domaines d'intérêt et la drépanocytose représente aujourd'hui plus de 75% des inclusions de patients dans ce projet, donc qui est l'ABEX GEREX, donc Globules Rouges, laboratoire d'excellence, et qui on gère avec l'Université Paris-Cité. Et au jour d'aujourd'hui, on a plus de 750 patients qui sont inclus et plus de 1000 stocks d'échantillons, avec pour chaque patient des stocks qui sont utilisés pour la recherche en interne, mais un stock en double qu'on garde pour des collaborations académiques ou industrielles. Tout ça est bien évidemment complété par des autres collections biologiques et surtout des collections longitudinales, donc, qui donnent un peu l'intérêt de suivre les patients dans les moments surtout de crise comme les crises vaso-occlusives ou les syndromes thoraciques aigus, mais aussi des modèles souris qui sont très bien maîtrisés, et donc les partenaires industriels peuvent profiter de toutes ces ressources, et c'est pour ça aussi donc, qu'aujourd'hui on a aussi, si l'échelle d'Imagine est beaucoup plus petite que l'échelle d'autres Carnot ici présents, mais on est plutôt fiers d'avoir 5 partenariats industriels qui sont actifs en 2023.
Voilà, donc dernier exemple, juste pour vous donner donc, une idée sur une pathologie qui ne se trouve pas exactement dans la même échelle de rareté que la drépanocytose. Donc là, il s'agit des ciliopathies, donc c'est des maladies rénales. Donc la chef de file de ces pathologies à l'Institut Imagine est Sophie Saunier, qui s'intéresse surtout à des approches pharmacologiques et assos. Donc même, au même titre que la drépanocytose, on a cherché de recréer à nouveau le continuum d'innovation en accent, donc grâce à un gros levier qui sont quand même les RHU, et un des RHU qu'on porte, c'est les RHU silico, qui nous a permis de structurer une cohorte de 2500 patients atteints de ciliopathie, avec des données à la fois génétiques, donc all exome sequencing and all genome sequencing, mais aussi des données multiomiques, donc transcriptome, métabolome, protéome, qui permettent après de faire des recherches de nouvelles cibles ou de nouveaux biomarqueurs. Encore une fois, donc on complète cette cohorte avec des collections biologiques plutôt uniques au niveau des maladies rénales rares et 7 modèles souris qui sont construits ad hoc sur des mutations très connues de patients donc qu'on a étudiées dans les laboratoires. Sur l'espace conférence, la conférence sur les brevets européens à effet unitaire et juridiction unifiée des brevets, de nouveaux outils pour votre stratégie va commencer. Donc, ainsi que, donc pour finir, effectivement, des modèles aussi poisson-zèbre qui sont développés à l'Institut Imagine. Donc l'idée aussi, c'est de toujours pas se limiter, parce que dans les maladies rares, c'est un point très important, de ne pas se limiter au site ou au centre de référence qu'on a à côté, donc chose qui nous facilite la vie tous les jours, mais aussi d'étendre ça au niveau national et européen. Donc c'est pour ça que le projet Ciliopathie, aujourd'hui, ça fait l'objet d'un projet européen, TerraCil, qui vise à développer des ressources, mais surtout des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles options thérapeutiques pour les patients avec ciliopathie. Voilà. Merci beaucoup, Herminia. On voit la richesse des Carnot sur les collections. On va passer à la présentation suivante. Carnot Kalim, Delphine Sondaz sur la chaîne de valeur. Merci Bertrand. Bonjour à tous, donc Delphine Sondaz, je représente l'Institut Carnot Kalim. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait nous et des ressources que nous avons à disposition pour la réalisation de vos projets de recherche en partenariat avec les équipes du consortium. Donc là, c'est pour reprendre un petit peu les besoins aujourd'hui. On sait très bien que des premières étapes précliniques jusqu'aux phases cliniques, le paradigme a un petit peu changé en termes de besoins pour la réalisation des phases cliniques. D'autant plus qu'avec le développement de l'immuno-oncologie, et pas écologie, les connaissances qui vont être issues de l'utilisation du développement de certaines thérapeutiques dans les cancers solides peuvent assez facilement, ou du moins sont capables d'être positionnées dans d'autres indications, notamment les tumeurs hémato. Et finalement, avec des besoins de l'industrie qui vont être modulés en fonction de la taille de la société, bien évidemment, mais également de la phase de développement de ces nouveaux traitements, avec un besoin en expertise médicale potentielle, un besoin d'outils de recherche, de modèles, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, de collection et de base de données. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plan de génération des données, c'est vraiment quelque chose qui doit se réfléchir dès le début du développement d'une nouvelle thérapeutique et tout au long des phases de développement. On va générer des données qui vont être assez complémentaires, qui vont pouvoir être réexploitées dans d'autres indications que celles initialement envisagées. Et ça, c'est quelque chose de majeur auquel il faut réfléchir et pour lequel, potentiellement, nous pouvons également, en tant qu'Institut Carnot Kalim, vous aider à vous positionner sur un plan de développement qui permettra d'intégrer à différentes étapes, différentes questions pour produire des datas qui seront complémentaires. Donc ça, c'est assez critique. Et pourquoi je vous parlais d'immuno-oncologie et de repositionnement, c'est que l'Institut Carnot Kalim, c'est un réseau académique, on a un label Carnot, comme vous l'avez compris, qui est focalisé sur l'accélération de l'innovation et son transfert dans le domaine des tumeurs lymphoïdes. On est vraiment orienté vers la synergie, c'est-à-dire que les partenariats publics-privés sont notre raison d'être. Et pour ça, on a mis en place un réseau de 20 entités qui est distribué en France et qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les phases de découverte, donc de la recherche la plus fondamentale, jusqu'aux phases cliniques et post-marketing.
Ça nous permet d'être capable de produire des données, d'avoir des outils aussi bien sur les phases les plus précoces que d'aller ensuite sur la réalisation et l'exploitation de registres de vraie vie dont on sait qu'ils sont de plus en plus majeurs pour le développement de nos traitements. Donc, les 20 entités regroupent 18 laboratoires académiques d'excellence, donc ce sont des équipes INSERM, CNRS, universités, qui sont distribuées un petit peu partout sur le territoire français, un groupe coopérateur de cliniciens, le LISA, et une structure opérationnelle professionnalisée qui est dédiée à la recherche clinique, le LISARC. Donc, très brièvement, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de nos partenaires, donc, le LISARC regroupe à peu près 120 centres investigateurs en France, Belgique, Portugal. Il est présidé par professeur Frank Mershauser, qui est hématologue à Lille, et la présidente du conseil scientifique est le professeur Camille Laurent, qui est anatomopathologiste à Toulouse. À côté de ça, il y a le LISARC, qui est un petit peu son bras armé opérationnel, qui réalise des études cliniques, qui héberge plusieurs plateformes, parmi lesquelles une plateforme d'imagerie, une plateforme de pathologie, une plateforme de biologie et une plateforme d'analyse bioinformatique, et qui représente 150 ETP au niveau... 150 ETP, point. Les 18 équipes académiques, maintenant, donc vous les voyez ici, je ne vais pas toutes les lister parce que, comme vous voyez, donc, il y en a quelques-unes qui vont toutes avoir des expertises assez complémentaires. Certaines vont avoir une compétence dans l'analyse du micro-environnement, d'autres plutôt une expertise sur l'analyse du réservoir B ou T. Ce qui est important de retenir, c'est que grâce à ces expertises qui sont complémentaires, on est capable aujourd'hui, en fonction de vos besoins, en fonction des demandes qui nous sont remontées, de mettre en place autour de la table des compétences, des expertises et des outils qui permettront d'apporter la meilleure réponse possible à votre question. Et si au niveau interne, au niveau de notre consortium, on n'a pas l'ensemble des forces ou des ressources qui permettront de répondre de façon optimale, la raison également de faire partie d'un canot, c'est qu'on est capable de s'orienter vers d'autres carnaux pour faire de l'intercarnot, pour monter un consortium qui sera vraiment optimal. Donc on a notre réseau propre, mais on a la force des carnaux qui est là, et notamment des carnaux santé, pour pouvoir travailler ensemble avec vous. Donc, l'offre R&D que l'on peut proposer au niveau de Calim, elle est représentée ici. Donc, il y a bien évidemment plusieurs expertises en immuno-onco, l'infomagénèse, tout ce qui est l'analyse également de la signalisation. Bon, les omiques au sens très large, génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique. L'analyse du micro-environnement, ça a été mentionné un petit peu plus tôt. On sait qu'aujourd'hui, la cellule tumorale seule est un problème. La cellule tumorale avec son environnement, c'est encore autre chose. Et finalement, le développement de petites molécules potentielles sur la base de la connaissance du mécanisme d'action des différents traitements aujourd'hui analysés. On a plusieurs outils également qui sont hébergés ou développés au sein des équipes du consortium. Donc vous avez les screens CRISPR-Cas9, toutes les approches de single cell, donc les omiques que je mentionnais un petit peu plus tôt. On a également un réseau d'analyse standardisé entre plusieurs centres, donc 6 centres au niveau national pour l'analyse de l'ADN tumoral circulant, et le Lymphoma Data Hub, qui est notre plateforme en fait, qui peut être considérée comme un assistant technologique pour la centralisation et l'exploitation des données dans le cadre de projets, par exemple, de développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Au-delà de ces outils, ce qui peut être également mobilisé, ce sont des modèles expérimentaux, donc in vitro, des lignées cellulaires propres ou déjà établies, des modèles ex vivo également, la possibilité d'avoir des modèles in vivo, donc on a toute une collection de PDX, on a un catalogue PDX avec des modèles syngéniques aussi, avec des modèles qui vont être résistants à certains traitements ou que l'on peut développer pour qu'ils soient résistants à certains traitements. Et également, ce qu'on a ajouté à notre catalogue un petit peu plus récemment, ce sont des modèles innovaux qui vont être, on a différents types de modèles innovaux qui vont permettre la croissance et le maintien de la tumeur de 2 à 10 jours. Donc, en fonction de la question qui est la vôtre, on pourra diriger vers l'un ou l'autre de ces modèles-là. Et puis, finalement, notre dernière corde à notre arc,
ce sont les collections et les bases de données. Le LISA, aujourd'hui, c'est plus de 25 ans d'études cliniques. Donc, c'est plus de 25 ans de données cliniques, données biologiques et échantillons qui ont été collectés dans le cadre de réalisation d'études cliniques, qui peut être mobilisé pour la réalisation de partenariats de recherche. Il y a également la collection CEVI, qui est une collection unique de cellules viables cryopréservées, donc hémopathie, lymphome. La collection Ténomique, qui s'intéresse plus particulièrement au lymphome T, et donc les bases de données qui sont associées aux études cliniques. Aujourd'hui, on a des données biologiques, des données cliniques, des données d'imagerie, et qui peuvent être complémentées notamment par des données également de type génomique ou protéomique. Et finalement, on a donc cette... Oui, mais c'est ma dernière slide. Et on a finalement donc cette base de données d'imagerie qui peut également être mobilisée. Juste pour dire un tout dernier mot, donc les plateformes et les collections qu'on a, vous en avez ici, c'était détaillé sur la slide précédente. Pour compléter, sur la collection CEVI, on a une collection qui est dédiée aux patients traités par CAR-T. Et on a la possibilité surtout de développer également des collections à façon. Donc en fonction de vos besoins, finalement, le plus simple, c'est qu'on se contacte et qu'on puisse voir comment, selon votre question, on peut soit proposer un projet, soit mobiliser les équipes qui réfléchiront avec vous au meilleur projet à faire, soit avoir un board d'experts précliniques et cliniciens pour réfléchir à un plan de développement un petit peu plus complet. Cette offre, elle est évidemment évolutive. On est dans le domaine de l'innovation, donc on a de nouveaux lancements qui sont prévus en 2024, et notamment une plateforme de spatial omique en général. Et juste pour finir, je vais juste vous dire que les données, c'est une chose, l'exploitation des données, c'en est une autre. Il faut également avoir un environnement et des outils qui permettent cette exploitation de façon optimale et sécurisée. Donc on a développé le Lymphoma Data Hub, qui est ce fameux assistant technologique qui peut être mis à disposition aussi de vos programmes. Et donc, pour toute question, ou si vous voulez qu'on parle un petit peu plus en détail des idées de projets que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de réfléchir avec vous et de mobiliser les personnes ad hoc pour vous proposer un projet. Merci beaucoup. Merci Delphine. On voit l'enthousiasme et la richesse des différentes plateformes. Et maintenant, on va passer à l'Institut Carnot Pasteur avec Emmanuel Roux. Merci beaucoup. Bonjour. Donc je suis Emmanuel Roux de l'Institut Pasteur de Paris. Moi, ma présentation va être par rapport à un modèle un peu nouveau. C'est ce qu'on appelle le matériel de référence. Donc tout d'abord, le centre de ressources biologiques de l'Institut Pasteur. Donc c'est la biobanque de l'Institut Pasteur qui est composée d'à peu près 50 personnes réparties en 4 entités différentes. Tout d'abord la CNCM qui est donc impulsée, soutenue par l'INPI pour le stockage des collections dites patrimoniales, donc soumises à brevet. Ensuite, la CIP, qui est l'entité qui va stocker l'ensemble des échantillons de type micro-organismes. Donc, en particulier des souches bactériennes, des souches virales, et puis pour très bientôt des souches fongiques. Donc, c'est un axe qu'on est en train de réactiver là, dans les prochains temps. Ensuite, on a la PCC, donc, qui est une entité qui est spécialisée dans les cyanobactères. Donc, c'est un domaine vraiment spécial, vraiment à part. Donc je ne vais pas m'étaler un peu plus sur le sujet. Et enfin, Icaria Biobank, dont je suis le responsable. Donc c'est la structure qui va gérer les échantillons humains de l'Institut Pasteur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un matériel de référence ? Un matériel de référence, c'est un matériel biologique dont les propriétés sont homogènes et stables au regard d'un ou plusieurs paramètres. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout simplement, ça va être un sérum avec des anticorps d'intérêt. Par exemple, des anticorps, on va dire SARS-CoV-2. Mais la particularité aussi, c'est que en fait, ce matériel de référence, il va être attribué, il va être adapté à une exploitation. Par exemple, ce sérum toujours avec mes anticorps anti-SARS-CoV, je vais l'utiliser pour exploiter un kit de détection d'anticorps et pas autre chose. Bon. Aujourd'hui, on peut compter 2 catégories de matériel de référence. D'abord, il y a le matériel de référence dit de mesure, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce matériel de référence immédiatement pour réaliser une analyse, pour prendre des mesures. Le deuxième matériel de référence, ça va être dit de matrice, c'est-à-dire que là, on va avoir un produit biologique complexe
qui va nous permettre de dérouler tout un workflow. C'est-à-dire, par exemple, du sang total. Mon sang total, je vais d'abord le préparer. Je vais d'abord le décanter, utiliser une centrifugeuse, un automate pour l'alicotage, et enfin, je vais faire mes analyses. Donc là, on va pouvoir dérouler l'ensemble du workflow avec un matériel de référence qui est bien établi. Donc à quoi ça sert le matériel de référence? À plein de choses. Tout d'abord, faire de la validation de méthode. Et ça, c'est notamment vrai pour les laboratoires qui sont soumis à accréditation ou certification. Aujourd'hui, les méthodes, les nouvelles méthodes à mettre en place doivent suivre toute une série d'expériences qu'on appelle la validation de méthode, qui est assez fastidieuse. Et donc, on peut faire intervenir ce matériel de référence dans ce cadre-là. La deuxième chose, ça va être la qualification des équipements et des kits dans le cadre analytique. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un équipement qui va permettre de doser X ou Y biomarqueurs. Je vais faire intervenir mon matériel de référence pour le qualifier. Même chose pour tout ce qui est contrôle qualité interne, analytique. Il me faut ma référence. Donc, je vais utiliser ce genre de matériaux. La même chose pour les équipements et les kits dits de processing. Processing, c'est la préparation d'un échantillon. Encore une fois, je prends un automate d'alicotage. Je veux être sûr qu'au regard de mon matériel de référence, l'alicotage soit fait dans des conditions optimales. Pareil pour le contrôle qualité. Ensuite, donc, le matériel de référence est utilisé dans le cadre du diagnostic et la découverte de nouveaux biomarqueurs. Donc là, on a à la fois le versant soins et le versant recherche. Et enfin, surtout, très important, dans le cadre de proficiency testing. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un contrôle qualité externe. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est régi par la régulation européenne, notamment le 2017/746 sur les dispositifs in vitro. Donc voilà, ça rentre vraiment dans le cadre aujourd'hui des circulaires européennes. D'ailleurs, je m'arrête sur un petit article, sur une petite partie réglementaire. Ce qui est intéressant, et ça c'est vrai pour les souches bactériennes, une souche bactérienne qui est caractérisée, modèle de référence, rentre dans un modèle à part qui fait qu'on n'est pas soumis à certaines réglementations, notamment de valorisation. Et là, j'ai envie de parler du protocole de Nagoya. Vous avez une liste aujourd'hui de souches qui rentrent dans ce modèle, de souches qui sont spécifiées dans ces articles. À partir du moment où ces souches rentrent dans ce modèle, il n'y a plus besoin de réaliser de démarche au regard du protocole de Nagoya. Donc ici, je vous ai ajouté un article qui est d'ailleurs rédigé par notre directrice, un article intéressant justement où elle propose quelques exemples de matériel de référence au regard de différentes pathologies et quelles sont les solutions qu'on puisse apporter pour déployer ces nouveaux matériaux de référence. En dessous, vous avez donc la norme qualité, la 33406, qui justement donne les exigences pour la création du matériel de référence. À noter qu'à l'origine, c'était juste un guide, et finalement, ça a pris tellement d'ampleur que ça en est devenu une norme à part entière. Ici, vous avez quelques exemples de matériaux de référence. Donc, vous avez d'abord, dans le premier tableau, alors c'est tout petit, je suis vraiment désolé, mais les caractéristiques justement d'un plasma qui contient différentes protéines et ou glycoprotéines. Donc, en fait, là, ce que vous avez dans le premier tableau, c'est ce qu'on appelle un certificat où vous avez la concentration de chaque protéine et glycoprotéine avec à chaque fois des incertitudes. Voilà, donc c'est-à-dire que vous attendez un résultat, plus ou moins quelque chose, et donc à ce moment-là, votre matériel de référence est bien certifié et vous permettra en fait d'établir vos bornes pour vos prochaines analyses de validation de méthode ou de contrôle qualité. En bas à droite, on ne voit toujours pas, c'est dommage, mais on a plusieurs exemples de matériaux de référence pour différents biomarqueurs, notamment des protéines, cholestérol ou des peptides. Donc ça, c'est vrai notamment pour la partie humaine, mais c'est aussi vrai pour la partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, micro-organismes. Donc on peut très bien avoir un matériel de référence pour, par exemple, de l'ADN génomique, pour une souche bactérienne. Donc là, ça va être un matériel de référence qui va être plutôt qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des paramètres quantitatifs pour préciser effectivement, OK, j'ai bien de l'ADN génomique de, par exemple ici, E. coli, et on va y apposer un certificat. Nous vous certifions que l'ADN que vous réceptionnez est bien de l'Escherichia coli. Par contre, la quantification, c'est à vous de voir. Voilà, bon, c'est des choses encore à améliorer. Enfin, petite note toujours sur la CIP. La CIP, donc cette entité micro-organisme du CRBIP, détient aujourd'hui 26 000 souches de bactéries pour environ 5 000 espèces différentes et est capable justement de produire ce matériel de référence. Donc, take home message, bon bah voilà, aujourd'hui les matériaux de référence, c'est très important, c'est demandé, on en a besoin pour à la fois les laboratoires de soins, mais aussi les laboratoires de recherche pour la découverte de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles molécules. Et la petite nouvelle, c'est qu'en réalité, les biobanques sont capables
de générer ces matériaux de référence, puisque nous avons ces échantillons et nous caractérisons ces échantillons. Donc il suffit juste d'y apposer un certificat pour enfin distribuer des matériaux de référence à tous ceux qui en auront besoin. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. On va passer à l'orateur suivant, Pascal Deschazos, pour le Carnot Opal, qui va nous parler de l'offre intégrée. Merci Bertrand. Bonjour, je suis Pascal Deschazos, directeur général de l'Institut Carnot Opal. Je vais vous parler de la plateforme préclinique Target de la part du professeur Yves Collette. Donc Opal, c'est effectivement une offre intégrée sur tout le continuum de recherche et de développement dans le domaine des leucémies et maladies apparentées, c'est-à-dire les différents types de leucémies, mais aussi les syndromes préleucémiques. Et je vous exposerai donc ce que nous faisons à partir d'un exemple, la plateforme de recherche préclinique Target. Juste un mot, enfin quelques mots sur Opal. Donc Opal, ce sont 550 chercheurs dédiés aux leucémies et maladies apparentées, répartis dans 27 entités, dont une structure de coordination, 6 groupes coopérateurs qui sont des réseaux de recherche clinique nationaux selon les verticales leucémiques ou préleucémiques, avec les experts du domaine, et 20 entités de recherche, parmi lesquelles plusieurs plateformes de drug discovery, et y compris des plateformes de bioproduction pour les lots cliniques de grade industriel dans nos développements pour les CAR-T-cells. Nous avons créé un écosystème autour de ces entités qui nous permet de réaliser une recherche partenariale de façon agile, professionnelle et efficace, de la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par la recherche clinique et la recherche translationnelle. Je devrais rajouter aussi de plus en plus la recherche sur les données. Donc la plateforme Target est une plateforme préclinique qui fait partie de nos différentes offres. Ces offres, elles vont être détaillées de façon extrêmement précise dans un catalogue de l'offre d'Opal qui sera mis en ligne d'ici la fin de l'année et qui va valoriser notre capacité pour les industriels à faire des développements ou des recherches qui vont aujourd'hui, depuis l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques jusqu'aux études d'enregistrement et au-delà, c'est-à-dire la recherche de vie réelle et bien d'autres choses, en passant par les validations de HIT et de lead en in vitro, in vivo, en préclinique, de la recherche translationnelle, les différentes phases de la recherche clinique, y compris les essais cliniques de phase précoce. Tout ceci est délivré par ces entités dont j'ai cité le nombre tout à l'heure, 27, qui sont réparties sur le territoire national, et parmi celles-ci, à Marseille, la plateforme Target. Donc la plateforme Target, je l'ai dit, c'est une plateforme de recherche préclinique en oncologie, qui a été créée en 2007 avec une vision de développer la recherche et les preuves de concept sous forme de services aux industriels dans le domaine de l'oncologie. Elle fait partie du centre de recherche sur le cancer de Marseille et elle est hébergée au sein de l'Institut Paoli-Calmettes, un des 20 centres de lutte contre le cancer en France. Elle capitalise sur les structures de cet institut, en particulier l'accès à des collections biologiques issues de patients et une plateforme labellisée par l'Institut national du cancer de phase précoce. Les missions de cette plateforme, c'est de développer des explorations fonctionnelles, de valider des cibles in vivo et de valider aussi in vivo et ex vivo l'efficacité de traitement ou de candidats médicaments. Ces candidats médicaments sont à la fois des petites molécules chimiques, des produits biologiques, par exemple les anticorps, et des thérapies cellulaires, et ce qui inclut aussi les thérapies cellulaires et géniques de type CAR-T, qui sont testées donc sur différents modèles in vivo, qui incluent notamment les xénogreffes et bien d'autres, et ex vivo, à la fois pour caractériser l'impact fonctionnel de ces candidats médicaments
et de commencer à valider leur efficacité dans des modèles murins en particulier. Parmi ces modèles, la plateforme a notamment plusieurs catalogues de lignées cellulaires dérivées de xénogreffes avec plus de 30 lignées cellulaires, y compris en luminescence, et plus de 50 modèles de PDX dans le domaine des leucémies et maladies apparentées, notamment dans le domaine des leucémies aiguës et y compris des leucémies rares. Ceci s'intègre dans un ensemble plus large qui s'appelle Cortec, qui est un ensemble de 18 plateformes technologiques situées donc à l'Institut Paoli-Calmettes et qui vont permettre de conduire pour des industriels, de la start-up au grand groupe pharmaceutique, les premières phases du développement et en particulier ce qui concerne la préclinique, mais aussi les phases cliniques de phase précoce. Pour illustrer ceci, vous avez ici l'ensemble du pipeline que cette plateforme est en mesure de couvrir et tout particulièrement, comme je l'ai dit, au niveau de l'identification des nouvelles cibles et de la validation de candidats médicaments en préclinique, mais aussi jusqu'aux phases cliniques qui peuvent aller jusqu'aux phases d'enregistrement. Elle a donné lieu à déjà plusieurs développements industriels. Ici, à titre d'exemple très parlant, la société ImCheck, qui est une société de biotechnologie, qui a été créée en 2015 sur la base in situ de l'identification de nouvelles cibles pharmacologiques qui ont fait l'objet d'un dépôt de brevet, qui ont fait l'objet pour les inhibiteurs d'immune checkpoint issus de cette recherche de validation dans des modèles précliniques, puis de développement clinique. Et ces développements sont aujourd'hui en phase 2 dans le domaine de la leucémie aiguë myéloïde. Ces collaborations industrielles ne se limitent pas à la valorisation de la recherche interne et donc de spin-off, mais aussi à des collaborations externes. Et on peut citer par exemple la société Inateris, qui est actuellement en phase 2 sur la même plateforme après des validations précliniques de son offre de produits. Donc, in fine, le message, c'était de vous montrer que les Instituts Carnot sont des structures académiques professionnelles et professionnalisées qui ont les moyens que leur donne, supportés par l'État d'ailleurs, et les experts pour conduire des développements de A à Z, en tout cas pour ce qui nous concerne, et c'est vrai pour beaucoup de nos collègues. Et pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, de capitaliser à la fois sur des biobanques qui sont cliniquement annotées et qui sont cliniquement annotées à partir de nos propres essais cliniques. Vous savez qu'un échantillon sans non annoté aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose. Et les échantillons qui sont dans nos collections biologiques, qui sont extrêmement volumineuses, comme les bases de données, sont issus de nos essais cliniques, promus par nous ou dans le cadre de collaborations industrielles. Ils sont à la fois à l'origine de modèles précliniques et testés ensuite dans des modèles précliniques. Et ensuite, nous avons la capacité, comme je viens de vous l'expliquer, de conduire ces projets jusqu'à la phase clinique et voire jusqu'au marché. Et à minima, s'il y a des sociétés de biotech pour vous, avec le modèle classique de licence jusqu'en fin de phase 2A, à ces fins de phase 2A qui sont extrêmement importantes au plan stratégique. J'ajoute que pour ce qui concerne cette plateforme marseillaise, elle va aussi bénéficier des collaborations étroites, en dehors bien évidemment du reste des entités de notre institut, de collaboration étroite avec le biocluster MIB, dédié à l'immunothérapie, qui vient d'être labellisé à Marseille. Et je crois que c'était ma dernière diapositive, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on arrive presque à la fin de cette session sur les modèles et les biobanques, mais pour conclure, on va donner la parole aux entreprises et on invite Alexandre Tepas pour nous parler de son expérience et de son développement
industrielle, enfin de biotech. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici. Je vais vous parler d'une petite biotech française qui s'appelle Biobank, qui a une vingtaine d'années d'existence et dont j'ai pris la direction générale depuis janvier de cette année et qui appartient, qui est adhérent à France Biotech. Donc qui on est en fait, Biobank, c'est une banque de tissus allogéniques. Je reviendrai sur les certifications NANSM et ce qu'on est capable de faire chez Biobank. On est basé dans le 77 à Lieusaint. Et donc c'est une PME. On a à peu près 50 employés et on produit donc en France ces greffons allogéniques. En termes de certification, donc en tant que banque de tissus humains, on est certifié par la NSM et donc nos agréments nous permettent à la fois d'organiser le recueil, mais aussi la transformation, le stockage et la distribution de tissus humains, de tissus allogéniques. On est également certifié ISO 13485. Donc vous pourriez vous poser la question, mais est-ce un dispositif médical, puisque cette norme ISO est généralement pour les dispositifs médicaux, et la réponse est non. On est enregistré comme tissu humain, on a un statut réglementaire à part, mais on a décidé de mettre en place une norme ISO pour structurer en fait notre système qualité. Donc, comme je vous le disais, on a à peu près 20 ans d'existence. Nos premières ventes ont été faites en 2004. À noter l'arrivée d'investisseurs type fonds à partir de 2014, la création d'une filiale en Suisse en 2019, le 13485 en 2021, des nouveaux lancements qui vont avoir lieu l'année prochaine et notre accréditation FDA donc, pour pouvoir distribuer nos tissus aux États-Unis qui est actuellement en cours. Donc, par rapport à notre activité principale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les tissus qui vont être recueillis par Biobank sont recueillis sur patients vivants. On s'intéresse en fait à des sous-produits de chirurgie et concernant la régénération osseuse, on va s'intéresser à la prothèse totale de hanche. Et lors d'une prothèse totale de hanche, vous le savez peut-être, mais avant de mettre l'implant, on va sectionner la tête fémorale. Et cette tête fémorale, qui est un sous-produit d'opération, va être jetée, sauf si une convention avec l'établissement de santé est en place qui va permettre en fait de recueillir cette tête fémorale et de la mettre dans un kit avec le consentement du patient. Et donc cette tête fémorale va revenir chez Biobank. On va avoir une sérologie qui va nous permettre de s'assurer que la tête fémorale est éligible. Et ensuite, on va avoir un procédé industriel sur la base d'un flux de CO2 supercritique qui va permettre la délipidation et le retrait de toutes les matières organiques de la structure osseuse, tout en maintenant les structures collagéniques et propriétés physiologiques de l'os. Et ensuite, cette tête fémorale ainsi nettoyée va être découpée. Donc, et vous allez le voir après, ça va donner la naissance à différents types de produits qui seront remis à disposition soit des chirurgiens orthopédiques, soit des chirurgiens du rachis, soit des chirurgiens dentistes. Donc ça, c'est la gamme de greffons osseux pour les chirurgiens orthopédiques. Donc vous pouvez voir des têtes fémorales entières, des demi-têtes, quand on va avoir une chirurgie qui va nécessiter une masse osseuse importante. On va avoir des coins qui vont permettre de faire de l'ostéotomie. On voit de la poudre qui va nous permettre de remplir, par exemple, des cages pour tout ce qui est opération du rachis pour améliorer la qualité de la fusion. Et on a également une gamme de produits dentaires qui va nous permettre soit faire de la reconstruction ou simplement du comblement après extraction d'une dent pour permettre ensuite le positionnement d'un implant. Donc ces greffons, comme vous le pouvez le voir, ils sont secs, ils sont conservés à température ambiante, ils sont bien sûr stériles et donc encore une fois remis à disposition des chirurgiens pour leur pratique. Donc on est sur des marchés qui sont relativement dynamiques. Évidemment, la tendance allogénique est en train de prendre le pas sur tout ce qui est xénogénique et synthétique. Dans l'orthopédie, on a à peu près 53% du marché de la régénération osseuse allogénique, avec un marché qui est déjà mature. Le synthétique est encore présent, mais le xénogénique est moins utilisé en orthopédie. C'est un marché qui croît à peu près de 6%. Dans le marché du dentaire, la régénération osseuse va être plus dynamique. Ça va être un marché qui va croître à peu près de 10%.
mais où le xénogénique est encore très présent. Il y a beaucoup d'utilisation de greffons osseux xénogéniques en dentaire, à peu près 50% du marché. Donc aujourd'hui, on a à peu près 17% de ce marché de la régénération osseuse de manière globale et on a 80% de la régénération osseuse allogénique dans le dentaire. Au niveau de nos clients, évidemment, les chirurgiens, on est présent dans 71% des hôpitaux français, ce qui est quand même extrêmement important, plus d'ailleurs dans les structures privées que dans les structures publiques, mais quand même une très forte pénétration. Et on est présent dans la grande majorité des instituts dentaires et dans le maxillofacial. Donc au niveau international, je vous l'ai dit, on a 2 filiales en France et en Suisse. On exporte aujourd'hui dans 7 pays européens. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi alors qu'ils sont enregistrés en France et qu'il y a une reconnaissance dans l'ensemble des pays d'Europe, pourquoi on n'est pas automatiquement distribué dans tous les pays d'Europe? C'est que dans le marché des banques de tissus, il y a des spécificités qui sont toujours régies par typiquement l'Agence de biomédecine en France et leur équivalent dans d'autres pays. Donc la directive européenne aujourd'hui ne s'applique pas totalement. Biobank, c'est une société qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui doublera dans les 5 ans qui viennent et qui a une croissance dynamique aux alentours de 10%. Donc au-delà de notre verticale de développement dans la régénération osseuse, on a 2 sous-jacents aujourd'hui auxquels on s'intéresse. Évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de diversifier le type de tissu allogénique qu'on met à disposition des chirurgiens. Et on a donc 2 partenariats qui sont aujourd'hui actifs. Un qui s'intéresse au marché de la ligamentoplastie. On a notamment un partenariat avec l'Institut Rizzoli à Bologne, avec lesquels on est en train d'imaginer un processus industriel qui nous permettrait de, sur des ligaments prélevés pour le coup sur patients décédés, de traiter ces ligaments et de mettre à disposition des chirurgiens un ligament déjà faufilé, donc préparé, sec, à température ambiante, stérile, et qui pourrait lui permettre d'utiliser donc du ligament allogénique pour faire notamment réparer les ligaments croisés du genou. Donc on a à la fois ce partenariat de recherche avec l'Institut Rizzoli et aussi une étude clinique qui est en cours de préparation avec le CHU de Toulouse pour démontrer l'intérêt donc de ligaments allogéniques dans les ligamentoplasties. On a un autre partenariat en partenariat avec l'Université de Reims, qui est donc un MICA Carnot. Et on s'intéresse là à un sous-produit d'opération à nouveau. Donc là, on ne parle plus de tête fémorale, mais on parle de membrane amniotique. Et on s'intéresse aux propriétés cicatrisantes très fortes de la membrane amniotique. On aimerait également tester, donc on a développé une nouvelle technologie autour du CO2 supercritique qui va permettre en fait donc de traiter la membrane amniotique, de faire des patchs qui nous permettront d'utiliser leurs propriétés cicatrisantes pour ce qui est greffe de cornée et réparation de cornée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on n'a plus de temps pour les questions, c'est ça? Ah, on a 5 minutes pour les questions? Très bien. Bon, voilà. Merci. On va prendre quelques questions brûlantes. On a quelques minutes possibles pour vos questions. Merci pour les présentations. J'avais deux questions d'ailleurs pour Madame Verstuif, si je ne me trompe pas sur la prononciation. La première, sur les collections que vous avez, est-ce que vous avez des collections d'Elsie Donner sur certains éléments? De collections, j'ai pas bien entendu. De donneurs sains, de donneurs sains, de tissus PBMC, sains, oui. Ouais. Alors évidemment, les tissus sains, on en a beaucoup moins, mais on a la chance d'avoir nos anapathes et on a des tissus sains disponibles, oui. Et la deuxième question sur les collections, c'était par rapport au contrôle qualité. Est-ce que vous avez des méthodes pour savoir si les échantillons étaient bien pris? Est-ce que vous les contrôlez? Alors, pour la diversité de nos collections, en fait, on a des processus maintenant avec nos normes de certification qui nous exigent pour tout ce qui est ADN, pour tout ce qui est ARN, des contrôles. Donc, on contrôle, on fait du contrôle aussi inter-CRB. Donc ça, c'est en train de se mettre en place, mais il y a énormément, en fait, de collections qui ont déjà été utilisées et pour lesquelles, en fait, on demande des feedbacks pour nous assurer de la qualité. Donc, et c'est pour ça que c'est important de préciser les demandes, parce que des collections, par exemple, que vous voulez faire de la métabolomique, eh bien évidemment, en fait, actuellement, il y a très peu de collections qui ont été vraiment bien préparées dans de nombreux CRB.
Et donc, nous, on a tagué et fait le choix de ne pas délivrer des fois parce qu'on sait qu'au niveau métabolomique, ce n'est pas conçu. Si je puis me permettre, excuse-moi Céline, mais tu sais, on fait chacun nos publicités, comme d'habitude. À l'Institut Pasteur, nous avons une cohorte de volontaires sains. Effectivement, d'ailleurs, des participants que nous remercions chaque jour, où ils viennent pour nous donner des échantillons. Et effectivement, on a ces fameux PBMC de volontaires sains en banque. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on libère la place, malheureusement. Je vous enjoins, si vous avez des questions pressantes pour nos speakers et pour les différents Carnot, de les rejoindre sur leur stand. J'espère que vous avez bien noté les adresses si vous avez besoin de les contacter. Merci à tous.